La technologie au service de la performance. Voilà un thème important de cette 7e capsule de Parlons-en où j'ai la chance et le privilège de recevoir Anthony Lespade, qui est préparateur mental, mais également il est concepteur d'une méthode, un entraînement cognitif au service du performeur. Nous allons en parler dans quelques minutes. Mais avant tout, une petite présentation s'impose. Qui suis-je ? Je m'appelle Thierry Ferrari, je suis multi-entrepreneur mais surtout préparateur mental et également concepteur d'une méthode d'accompagnement qui s'appelle Développe ce que tu es, en réponse à Nietzsche qui disait « Deviens ce que tu es ». Moi je considère que nous développons ce que nous sommes car nous sommes la personne la plus puissante que nous connaissons à condition bien sûr de s'en rendre compte. Si tu es intéressé par tous ces sujets de performance, d'optimisation, de potentiel, eh bien je t'invite évidemment à t'abonner à ma chaîne YouTube et éventuellement on n'est jamais dans le refus d'un petit coup de pouce et si tu veux mettre ce petit coup de pouce à la fin de cette vidéo, eh bien il en va de ta responsabilité. Refuse jamais un petit coup de pouce dans la vie. A tout de suite. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony Lespade. Anthony, en fait, on va commencer comme ça. Tu vas me dire qui tu es. Alors c'est toujours une vaste question parce que savons-nous seulement qui nous sommes. Mais en tout cas, il faut bien qu'on arrive à connaître Anthony un peu plus dans les détails et vous allez voir, c'est un vrai spécialiste et d'où la pertinence en fait de cette interview. Alors Anthony, finalement, qui es-tu ? Donc bonjour à tous, merci beaucoup Thierry de m'inviter à participer à cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Anthony Lespade, j'ai 26 ans, donc je suis préparateur mental du sportif, spécialisé en entraînement cognitif. Donc j'ai un cursus de footballeur de base, allant petit à petit dans le haut niveau, mais avec une blessure, j'ai totalement sorti et arrêté ce cursus-là, ce qui m'a amené à me remettre beaucoup en question et me rediriger vers le milieu du tourisme. Donc j'ai fait toutes mes armes dans les écoles de tourisme et ce cursus-là, jusqu'à m'amener au métier de guide. J'ai beaucoup voyagé pour exercer ce métier, d'abord en tant que guide de voyage culturel, donc dans toutes les grandes capitales d'Europe, mais le milieu sportif est un petit peu revenu à moi et donc je me suis spécialisé par la suite dans le métier de guide en tourisme d'aventure, donc le tourisme sportif. Ça m'a valu de vivre au Canada pour ça, notamment pour le tourisme polaire, étant un métier très difficile entre parenthèses parce qu'on est payé pour voyager, mais ça reste l'envers du décor. C'est très prenant et ça demande aussi de mettre en parenthèse sa vie privée. Mais par contre, c'est sur le continent nord-américain que j'ai appris à connaître tout ce qui est mindset, développement personnel et les prémices de ce qu'allait me forger en tant que préparateur mental. Et c'est en arrivant sur Bordeaux que j'ai découvert l'école Focus Formation, dont tu es fraîchement aussi diplômé. Félicitations. Et que j'ai fait cette formation là-bas en 2019. Et juste après, je me suis spécialisé en entraînement cognitif avec diverses formations. Et depuis maintenant, je travaille au sein du studio Expert Sportif où nous sommes. Donc, c'est le studio de la marque Expert Sportif. C'est un studio de coaching privé à Bordeaux qui accueille des sportifs professionnels, des small groups, cours collectifs, mais aussi des coachings privés. Donc, il y a des préparateurs physiques et moi, sur la partie mentale, je travaille ici, à Bordeaux-Lac. Ok, expert sportif, donc là on est dans les locaux en fait. Exactement, c'est le locaux de la marque Expert Sportif qui a vocation à grandir. C'est des boutiques gym, donc c'est un concept qui arrive en France, installé pas mal à Paris, mais c'est des concepts qui viennent aussi outre-Atlantique, des États-Unis. Donc on ne peut pas venir en libre service dans une salle comme ça, c'est uniquement sur réservation en coaching avec soit le préparateur physique ou moi-même. On se classe plutôt sur des salles haut de gamme où on essaye vraiment de faire vivre une expérience premium aux sportifs qui vient ici. Et on propose une gamme de cours collectifs qui sont inédits. C'est un concept inédit créé par le fondateur Étienne Sabatier, qui sont sur un concept 50% cardio, 50% renforcement, et qui sont montés de manière à faire vivre vraiment une expérience immersive aux sportifs qui viennent ici.
D'accord. Donc en fait, ça fait un guide complet autour de la performance finalement. exactement. Touche à tout. Parce que nous savons tous que finalement la performance, ça a trait à plusieurs choses. Hein. On parle souvent de physique, parce que le physique c'est important dans la performance. Hein. Tu m'arrêtes si tu veux rajouter des choses. Mais il y a également évidemment le mental, ce qui est important. Dans le mental, on parle aussi de l'état d'esprit, ça fait partie du mental. Et puis on pourrait dire un troisième couvert qui serait la nutrition, parce que dans la performance, il n'y a pas de performance si on ne fait pas aussi attention à sa nutrition, qui est l'élément de base aussi pour nos cellules, en fait. On est d'accord ? Ouais, exactement. Alors, moi, ce qui m'intéresse, alors, comme préparateur mental, hein, puisque on sait bien, on a ce point commun sur la préparation mentale, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que on passe de la préparation mentale à l'entraînement cognitif. Et déjà, pour nos téléspectateurs, finalement, c'est quoi le cognitif, en fait ? En fait, le cognitif, ça va être une grosse besace dans laquelle on met beaucoup de choses. Si vous tapez cognitif sur Internet, ça peut un petit peu partir partout, mais grossièrement, mon boulot, ça va être d'entraîner les fonctions cognitives du sportif avec tout ce que cela englobe. Donc la vision, l'aspect proprioceptif, le langage, la mémorisation, la prise d'information, le temps de réaction, la vitesse de traitement. Toutes ces formes-là sont entraînables. C'est un petit peu mis de côté par d'autres facettes de l'entraînement. C'est beaucoup mis en avant à l'étranger sur le continent nord-américain où ils l'utilisent énormément. Ça arrive petit à petit, mais aujourd'hui il n'existe pas de cursus clé en main où on peut sortir et être entraîneur cognitif. Ça demande plusieurs canaux d'entrée. C'est un entraînement qui est assez pratique, à la frontière de l'entraînement physique, donc qui demande une certaine connaissance corporelle, anatomique, du mouvement et de l'entraînement. Et après, qui demande une formation sur toutes les facettes, la vision, la respiration, comment fonctionne l'audition, le temps de réaction, la posture, l'équilibre, l'aspect proprioceptif et surtout le fonctionnement cérébral et le fonctionnement de l'endurance cérébrale. Donc il y a un travail, parce qu'en ce moment il y a beaucoup il y a une grande mode en fait des neurosciences. Alors une grande mode qui est intéressante. Hein. Moi j'adore les neurosciences. Et finalement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un mélange de neurosciences? Il y a un mélange de techniques, parce qu'en fait, alors on va en parler après, mais il y a quand même beaucoup de techniques, beaucoup de data à l'intérieur de ça, mais toujours au service de la performance en fait, Ouais. de l'individu. En fait. Les neurosciences, ça va être vraiment le socle qui va permettre déjà d'un premier temps à élaborer mon discours pour leur faire comprendre ce que je fais, quel impact ça va avoir tout simplement. Et puis en fait je me suis d'abord intéressé aux neurosciences de manière très classique en achetant un petit peu des livres un peu partout. Et j'ai trouvé ça assez complexe, des fois pas très digeste et je n'arrivais pas à l'interpréter de manière pratique dans l'entraînement cognitif. Ça m'expliquait un petit peu comme si on prenait le corps humain, juste l'anatomie, mais qu'est-ce que je fais avec cette anatomie-là ? Je suis parti sur des versions plus et très vulgarisées, même des livres pour enfants qui expliquaient la neuroscience. Et en fait, c'est tout simplement en décryptant, en essayant de me former sur qui sont aujourd'hui les experts des yeux. Eh bien, je suis allé plutôt me former vers les experts des yeux. Qui sont aujourd'hui les experts en endurance cérébrale? Je suis allé me former en endurance cérébrale. Qui sont les experts en respiration? Je suis allé me former chez les experts en respiration. Comprendre la proprioception. Il y a des experts aujourd'hui qui expliquent la proprioception. Et c'est en allant piocher un petit peu tout ça. Et en fait, ces personnes-là parlent aussi un petit peu des neurosciences et l'appliquent à quelque chose d'assez pratique. Et c'est ça que j'ai bien apprécié, mais c'est un temps de maturation en fait qui est déterminant, je pense, dans le processus de compréhension. Et je pense que l'aspect où on va essayer de comprendre la neuroscience en s'achetant des bouquins, même si c'est un petit peu difficile, mais c'est que mon expérience, je pense qu'il est essentiel aussi pour la suite, pour essayer déjà d'avoir un petit peu un apprentissage par rapport à tout ça. Bien sûr. C'est-à-dire que
En fait, en gros, tu es en train de nous dire qu'il y avait une base de connaissances à acquérir, et ensuite, tu as fait ta base d'expérience, finalement, pour pouvoir mettre, j'imagine, des exercices au service de ce que tu avais appris par rapport au mode de fonctionnement. Ouais, après, c'est très très vaste, le monde des neurosciences. C'est un milieu vraiment en expansion aussi. Il y a beaucoup de recherches, ça va à 1000 à l'heure. Il y a beaucoup de formations aussi qui sortent. Donc j'en ai pioché certaines qui me paraissaient assez pertinentes dans ma pratique. Sur certaines aussi, je me suis trompé ou c'est pas encore le moment que je les utilise. Mais voilà, ça fait partie maintenant de mon patrimoine en tant que préparateur mental, et c'est ce qui m'a permis d'avoir une première expertise assez aussi théorique et de pouvoir utiliser ici au sein du studio Expert Sportif, qui est le gros laboratoire, de mettre en pratique certaines choses, parce que il y a peu de recul sur l'entraînement cognitif, même s'il y a beaucoup d'études qui sortent et de plus en plus poussent vers la protocolisation et le référencement de cette pratique-là. Mais voilà, on a peu de recul, donc ça demande aussi de faire beaucoup d'expérience soi-même et d'apprendre aussi tout seul de son côté. Alors c'est ça qui est intéressant. Finalement, je me demande si... est-ce que finalement c'est bien la place, puisque on ne peut pas dire que ce soit une spécialité du préparateur mental, mais est-ce que c'est bien finalement la place d'un préparateur mental que de faire de l'entraînement cognitif en fait? Je ne ferai pas de l'entraînement cognitif juste pour faire de l'entraînement cognitif sans utiliser la partie un petit peu cachée du suivi en préparation mentale que tu as vu aussi à Focus. Au contraire, c'est une partie ultra déterminante du suivi. Des sportifs me contactent juste pour faire de l'entraînement cognitif, mais je ne peux pas m'empêcher de planter quelques graines en préparation mentale plus classique, entre parenthèses. Et quand j'ai la chance de pouvoir faire les deux, c'est encore mieux, parce que le protocole que j'utilise, acceptation, lucidité, focus, l'entraînement cognitif, c'est vraiment de l'entraînement pratique qui peut arriver à la fin d'un suivi en préparation mentale. Mais certains sportifs, des fois qui ont déjà des préparateurs mentaux, viennent que pour le socle cognitif. Mais voilà, c'est ultra pertinent de le coupler quand même avec un suivi en préparation. D'accord, donc tu as quand même des gens qui viennent que pour l'entraînement cognitif. Oui, Okay. oui. Parce qu'ils ont déjà des préparateurs mentaux, ouais. Essentiellement, ou parce que c'est juste ça qu'ils veulent faire? Alors, c'est juste ça, parce que c'est le côté aussi qui est bien pour le développement, parce que moi je suis à mon compte, je dois me développer aussi en tant que préparateur mental, ce qui est aussi un peu difficile parce que le métier n'est pas non plus le plus connu et reconnu, donc il faut travailler sur ça, sur la communication, sur le marketing, c'est l'envers du décor du préparateur mental. La pratique en elle-même de la préparation mentale, c'est pas quelque chose qui va être le plus visuel au monde. On n'est pas sur trop du mouvement, on peut arriver à faire certaines choses, mais on n'est pas non plus dans l'entraînement physique où on peut faire de la mise en scène. L'entraînement cognitif est ultra pratique et ultra démonstratif, donc ça parle énormément. On est sur de la nouvelle technologie, on est sur des aspects des fois un petit peu avant-gardistes, un petit peu futuristes, donc ça parle, c'est très très visuel, il y a un aspect super ludique, donc ça laisse pas indifférent au premier regard, donc c'est ça qui m'aide aussi beaucoup. Ça ouvre une énorme porte d'entrée à beaucoup de monde, après c'est à moi à les fermer en fonction de ce qui est pertinent. À l'heure d'aujourd'hui, des fois, ça ne sert pas non plus de mettre l'entraînement cognitif entre toutes les mains, parce que moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est vraiment le projet qu'il y a derrière. Et c'est là où, en fait, le pôle performance expert sportif prend vraiment ses devants. C'est l'expertise et cet entraînement-là au service de l'ultra performance. C'est vraiment un détail qu'on va venir travailler et qu'on va ajouter, quelque chose en plus que les adversaires ne vont pas avoir. Mais il faut s'assurer quand même, comme tu l'as dit, les piliers de la performance, la nutrition, le sommeil, l'entraînement physique doivent être là. Et d'avoir ici un préparateur physique avec qui je travaille, qui s'appelle Adrien Burners, de travailler les deux en collaboration sur le physique et l'aspect mental cognitif, c'est notre gros socle aujourd'hui qui nous aide à avoir de bons résultats. Alors ce qui me fait plaisir dans ce que tu dis, et je souligne encore une fois, c'est que la préparation mentale, c'est du détail. En fait, on travaille le détail justement, parce que le diable se cache toujours dans les détails, et là, effectivement, la performance se cache dans les détails.
Et c'est aussi là où le bas blesse, on va dire, parce qu'en France, on a quand même, tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord, mais en France, on a énormément de retard quand même avec la préparation mentale. Alors, évidemment, dans préparation mentale, il y a le problème de mental, et quand on parle de mental, on a tendance à cataloguer et se dire oui, mais moi, je suis pas fou, ou j'ai pas de problème avec ma tête, ou je suis capable de faire, alors qu'en fait, c'est juste un accompagnement sur on va dire de l'adaptabilité, de l'adaptation, de la flexibilité qu'on a tous, mais qu'on ne sait pas forcément travailler en fait. Et cette flexibilité mentale, en fait, c'est justement ce détail qui fait la différence. Et tu es d'accord avec moi sur cette histoire un peu de retard vis-à-vis de certains pays. Moi, je pense aux pays anglo-saxons, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Je connais pas les autres. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus développé que chez nous, en fait. Ouais, totalement. Et c'est des immenses centres de la performance. Qui vont même des fois, des centres de performance, on va travailler que la vision, un centre immense dédié uniquement à la vision, temps de réaction, au réflexe. La différence, c'est que moi et même la préparation mentale, on doit encore expliquer ce qu'on fait. Donc il y a déjà un temps qui est dédié à je t'explique ce que je fais, j'essaye de t'éduquer. Et déjà, ça prend du temps. Tandis que là-bas, il y a une éducation de la performance ils le savent en fait. Ok, je viens faire ça parce que je sais où ça va m'amener, je sais pourquoi je viens et on gagne un temps fou. Mais c'est dans l'éducation aussi et l'éducation sportive qu'on a dans les écoles et qui est plus optimisée sur une certaine performance qu'ici. Et puis du coup, on va revenir un peu sur la technologie. Parce que du coup, je me dis, et je vais te laisser développer un peu ça, la technologie, c'est peut-être aussi la possibilité quand même de montrer que ce que fait un préparateur mental, finalement, c'est pas que du vent. Parce que c'est vrai que quand on parle, par exemple, dans le mental, on a la gymnastique mentale. Cette gymnastique mentale, en fait, elle se traduit pas forcément par quelque chose de concret, comme si on va en musculation, on va soulever quelques poids, et puis on va finir par avoir des biceps. Mais donc on a des résultats de notre entraînement. Dans l'entraînement mental, en fait, c'est pas toujours visible. On a beau faire plein d'exercices, c'est pas toujours visible. Et finalement, est-ce que la technologie, alors là, c'est une vraie question que je te pose, est-ce que la technologie, elle permet pas, en fait, justement, d'avoir des preuves A plus B que ça fonctionne et qu'on a de l'avancée? Avant d'utiliser la technologie, souvent les sportifs ils sont dopés à la data, à la statistique. Il faut que on leur parle en chiffres, en marge de progression. Ils veulent savoir très très rapidement est-ce qu'ils progressent, où ils vont. Donc il faut leur fournir de suite du contenu chiffré. Donc il y a d'abord une base d'auto-évaluation. On va se servir de questionnaires brevetés en psychologie pour pouvoir quantifier leur marge de progression, quantifier où ils en sont. Et puis après, il y a tout un tas d'outils technologiques, on appelle ça la neurotechnologie, qui est en train d'exploser aussi. Beaucoup de startups, de marques se lancent dans ça. Il y a du très bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais aussi, parce qu'il y a tout un aspect marketing qui donne beaucoup de légitimité. En fait, j'ai remarqué qu'on prend un sportif, on lui met un casque sur la tête, même si on ne lui explique pas ce que c'est, pour lui, on est de suite dans le futur et voilà, on a tout compris. Ça impose sa légitimité en tant que pratiquant, alors que voilà, c'est le contraire aussi. Chaque outil demande une formation spécifique et surtout la compréhension de comment fonctionne le système cérébral, comment fonctionne un système de pensée, les ondes cérébrales, tout ça. Et donc j'ai utilisé beaucoup d'outils au début qui étaient qui vulgarisaient tout ça, qui était aussi abordable pour moi quand je me suis lancé en tant que préparateur mental, donc des casques qui vont pouvoir capter les ondes cérébrales, des casques de méditation, il existe des casques de repos. Et puis j'ai voulu aller plus loin pour comprendre le cheminement et pour aussi aller sur ce côté peut-être un peu plus scientifique et médical aussi, en grande parenthèse, sur du matériel plus haut poussé pour comprendre vraiment les ondes cérébrales, et on en vient à la pose d'électrodes.
Ça, c'est l'une des dernières formations que j'ai passées. Quand tu parles de, excuse-moi, je te coupe, quand tu parles de pose d'électrode, c'est-à-dire de l'électroencéphalogramme. Voilà, okay. EGGQ, électroencéphalogramme quantitatif, donc de pouvoir poser des électrodes à des endroits clés sur le cuir chevelu et de pouvoir via un logiciel, un algorithme et un petit transmetteur pour vulgariser, avoir la courbe de l'activité cérébrale. Et en fonction de cette activité cérébrale-là, que je cible ou pas, je peux en traduire des choses et je peux orienter moi mon discours et mon coaching pour essayer de reproduire un état. Mais de suite, on a quelque chose qui est transposable de ce qui se passe réellement à l'instant T dans la tête du sportif. Ce qui demande beaucoup de pincettes, d'éducation et de discours. Et en fonction des sportifs, tous ne sont pas prêts non plus à ça. Donc c'est à amener petit à petit entre parcimonie, parce que tout le monde n'est pas prêt encore à ça. Et encore une fois, on est sur quelque chose de très poussé, mais il y a les grands basiques et les fondamentaux de la préparation mentale, des fois, qui fonctionnent 100 fois plus que ça. Ça dépend vraiment du projet, du cas, du sportif, de l'alliance qu'on a avec lui, de tout ce J'allais dire, en fait, ça. Finalement, ça peut être poussé à son paroxysme jusqu'aux électrodes, mais ça peut être une simple balle, parce que tu parlais de proprioception, ça peut être une simple balle qu'on fait rebondir devant lui. C'est ça, c'est l'aspect créatif avec une balle, des crayons de couleur, des feuilles blanches, on peut de suite créer de l'entraînement cognitif. En fait, la plus grande arme de l'entraîneur cognitif, ça va être sa connaissance en entraînement, en mouvement, mais aussi sa créativité et son adaptation. Et qui va pouvoir lui permettre de créer de l'entraînement cognitif et sa connaissance aussi dans les sports sur lesquels il intervient. Okay. Mais voilà, je pense qu'il y a des outils vraiment dédiés pour tous les profils, des sportifs qui vont chercher l'ultra détail, qui vont essayer beaucoup de choses et qui vont vouloir essayer d'autres choses, des nouveautés. Donc c'est dans ma boîte à outils d'intervenants. Et donc voilà. Oui, c'est pas un protocole type, en fait, tu vas t'adapter en fait à la demande de l'athlète en fait. En fonction des outils, il y a des protocoles qui sont assez définis, assez longs. Par exemple, la pose, c'est l'Institut de Neurosciences qui fait ça, c'est l'EGGQ, ça va être un protocole de minimum 20 séances. Donc là, c'est en fonction aussi de la demande du sportif. On ne va pas se mentir de son budget aussi, parce que si on fait ça, on ne peut pas avoir non plus d'autres choses. Donc voilà, c'est tout le temps... on essaye de mettre les pièces du puzzle pour avoir les meilleures choses possibles, le meilleur compromis. Quand on a des budgets aussi limités, là on fait tout. Mais voilà, ça dépend de l'attrait aussi, de mon discours et de mon profiling. Et ça, c'est ce qui va être le plus important, essayer de décrypter assez rapidement le besoin du sportif. Et des fois, il se peut que le besoin du sportif n'est pas avec moi. Donc là, c'est avec d'autres aussi. Et je ne prendrai pas n'importe qui pour... En fait, tu dois être aussi finalement confronté, parce que le sportif, il est toujours accaparé quand même, accaparé par l'entraîneur, par le préparateur physique. Finalement, je me dis, est-ce que c'est pas aussi un frein, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi on est en retard, mais parce que finalement, on accapare énormément les sportifs. Et puis, s'il faut commencer à faire une vingtaine de séances de neurosciences où on va déjà prendre un bon temps à lui mettre les électrodes, j'imagine que ça ne se fait pas en 5 minutes, qu'il faut... il y a une préparation... Une heure en globalité, une heure à chaque fois. Une heure de séance, mais ça demande aussi avoir le sportif régulièrement. Il y en a où c'est totalement possible et c'est génial. Dans le haut niveau, on jongle totalement avec les emplois du temps, on jongle totalement avec le distanciel, donc constamment en train d'envoyer des exercices aussi, des devoirs à faire à distance pour qu'il y ait de l'entraînement qui se fait, de l'entraînement cognitif aussi à distance. Donc pour ceux qui sont sur place, c'est toujours le mieux. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en clinique, beaucoup en hôpitaux, plus dans les grandes villes. Mais donc voilà, après c'est sûr que on est totalement dans le cercle de la performance à devoir travailler aussi avec l'entraîneur, le préparateur physique, le président, l'agent, travail d'équipe. Et moi,
le préparateur physique lequel je travaille, on est plutôt d'avis de donner ce qu'on fait. S'ils ne le prennent pas, c'est pas grave. Mais voilà, on préfère donner pour que tout le monde soit raccord. Mais de toute façon, l'avenir, c'est vraiment les cercles de performance qui se créent, l'ostéo qui va travailler avec le diététicien en parallèle avec le préparateur mental, mais hors des clubs. Pour moi, c'est l'avenir. C'est microcellules de performance dédiées à l'athlète. L'athlète a son propre staff de performance hors du club. Alors ça, c'est une révolution dans le monde du sport en France, ce que tu dis, parce que ça veut dire le partage. Et que le partage dans le milieu sportif, aujourd'hui, tout est un peu réduit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est un peu dans la difficulté de faire progresser en tout cas cette dynamique et la préparation mentale. C'est qu'en général tout le monde essaye de garder son précaré et le partage donc des données, moi je suis content d'entendre ça parce que je crois vraiment que ça doit passer par là, mais c'est une révolution surtout des mentalités finalement. Mais même en tant que préparateur mental, ça fait progresser aussi en entraînement cognitif, ça fait progresser le partage, puisque bien sûr on peut tout garder sur soi, mais si on est un seul entraîneur cognitif, une fois que c'est fini, il n'y en a pas. Il faut transmettre aussi l'information. Si nous on a réussi à avoir l'information, c'est pas nous qui l'avons créée non plus, on l'a bien allé la piocher quelque part. On n'est pas les inventeurs, c'est pas nous qui monopolisons. Mais voilà, après c'est la qualité de la transmission. Si c'est bafoué, un petit peu dévié, ça c'est pas bon non plus, mais ouais, c'est clair, le partage est vraiment ultra important, et on se rend compte qu'en fait, quand tout le monde travaille main dans la main au service du sportif, pour son bien-être, en équilibre avec la performance, c'est là qu'on fait de bons résultats. Oui, c'est clair. Clairement. Et alors, pour revenir un petit peu à la data, est-ce qu'il y a de la data aussi que tu te crées toi-même ? Parce que bon, il y a des datas qui sont déjà dans des logiciels, c'est comme ça, si on mesure des ondes que tu disais tout à l'heure, bon ben c'est pragmatique, c'est comme ça. Mais est-ce que finalement aussi dans ton travail, tu crées pas toi-même de la data en fonction de la progression et en fonction de ce que tu constates? Est-ce que tu peux nous... Si le logiciel me permet via un algorithme d'avoir déjà toute cette data qui est transformée, je peux le récupérer après de façon facile et le transmettre de manière un petit peu vulgarisée, ou alors je vais le vulgariser aux sportifs. Mais la plupart du temps, j'extrais moi-même des datas. C'est assez fastidieux, chronophage, mais ça me permet moi de personnaliser à 100% ce que je vais retransmettre aux sportifs et de tout contrôler. Et puis il y a certaines datas, ça sert à rien de faire de la data pour de la data. Certaines datas ne sont pas non plus très bonnes à donner. Je pense on en fait tout un plat aussi au temps de réaction, absolument faire baisser son temps de réaction. On va vraiment se focus sur les millisecondes. Au tout début, dans mes protocoles, je ne donne même pas les datas et les scores aussi de millisecondes. On ne se focalise pas sur ça. Le micro-détail, on pourra y arriver, mais c'est d'abord le travail du mouvement, tout ce que ça comporte, avant de s'intéresser vraiment au temps donné, quoi. Et puis après, ça dépend du sport. J'imagine que quelqu'un sur un sprinter sur sa ligne de départ, son temps de réaction, là, il doit être travaillé plus qu'un autre sportif. Oui, bien sûr, oui. Temps de réaction, traitement de l'information, et puis après, le champ des possibles, il est infini. Dans la création de son exercice, il n'y a pas de règles en entraînement cognitif, si ce n'est c'est les canaux d'entrée qui permettent d'accéder à ça, certaines connaissances. Parce je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat très facilement en voyant ça a l'air fun, l'entraînement cognitif, c'est ludique, c'est instagrammable, tout ça. Moi, le premier, j'en joue énormément. Mais si on n'a pas cette connaissance-là, un petit peu en entraînement, en fonctionnement du corps humain, en exercice, fitness, musculation, tout ça, ça peut être un peu compliqué. Oui, c'est clair. Et sur tout ce qui est entraînement, alors est-ce que tu fonctionnes... pour être pratico-pratique, en fait, comment ça fonctionne on a toute une série qui est prévue, c'est temps de séance, c'est à l'année, c'est à la saison pour l'athlète. Comment tu fonctionnes? Sur le haut niveau et en fonction des sports, tout va être différent. Ça dépend le calendrier, ça dépend le mode de fonctionnement, s'il est en équipe, s'il est en individuel, s'il a un événement par an, s'il joue tous les week-ends, la demande du sportif aussi.
Ça demande aussi peut-être de se développer une partie en ligne à distance, des devoirs, du travail à faire soi-même. Mais la plupart du temps, j'essaye de les avoir au moins ici 1 heure par semaine pour les avoir en face à face et faire un travail cognitif ici. Et du coup, il me vient une question, tout ce qui est technologique, en fait, ça a toujours un coût. Oui. Et en dehors du coût, ça a toujours une obsolescence. Oui. C'est-à-dire que c'est sûr, quand on achète un téléphone, on sait qu'après X années, il ne fonctionnera plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Parce que finalement, je me dis, s'il y a un coût, est-ce que c'est un coût qu'on répercute sur le client? Comment ça se passe en fait? En fait, c'est un milieu qui est très très addictif. Parce que c'est tout nouveau, pour certaines technologies on a peu de recul, c'est très marketé, très bien brandé, on a l'impression que chaque nouvel outil va pouvoir nous faire découvrir les secrets du cerveau, c'est très très bien fait et c'est assez cher. Beaucoup de technologies, notamment de marques américaines, sont très très onéreuses et moi je vais chercher plusieurs critères en fait vraiment qu'il y ait des études, que ça soit prouvé, qu'il y ait plusieurs versions de ce modèle-là et que moi je prends la nouvelle version mais qu'il y a d'autres versions qui ont été approuvées et dans une certaine partie que ça soit nomade, que ça soit facilement transportable parce qu'on est bien sûr dépendant le sportif, on peut amener à se déplacer pour aller l'entraîner, même s'il y a énormément d'outils, de machines qui ne sont pas nomades, qui sont imposantes mais qui sont très très bien. Et donc oui, le coût en fait, ça dépend vraiment de l'organisation et de l'aspect business que tu vas mettre dans ta pratique de préparateur mental. Est-ce que tu fais payer la séance un peu plus cher pour rentabiliser la machine que tu viens d'acheter? Je sais qu'il y a des machines qui demandent des abonnements et c'est le client qui paye son abonnement, il arrive, il rentre son code. Il y a des machines aussi qui ont des mises à jour payantes, qui aussi ont des systèmes d'abonnement. Donc on a la machine, mais on paye l'abonnement, la version annuelle chaque année. Et donc c'est à remettre en place tous les ans. Mais depuis que je fais ce métier-là, il y a toujours tous les mois, tous les 2 mois, une nouveauté et quelque chose qui rend obsolète ce qu'on vient d'acheter. Donc moi j'ai acheté beaucoup de choses, des choses très peu chères, qui n'étaient pas du tout vouées à la préparation mentale et à l'entraînement cognitif, mais que je me suis approprié, que j'ai mixé, des choses assez chères. J'ai quand même fait attention. Je me suis trompé aussi sur certaines choses là à l'instant T, où je pense ça. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, je vais récupérer ce matériel-là que j'ai pas utilisé et pouvoir le réutiliser en fait. Mais c'est ça, il faut faire assez attention parce que ça peut être très très addictif. On a des personnes en face de nous qui savent très bien vendre leur matériel et nous faire croire une énorme rentabilité alors que le fond, ça reste quand même notre coaching et notre capacité à être bon sur le terrain et à coacher. C'est pas la machine qui va coacher non plus à notre place et on peut très vite se retrouver avec un papier à signer des 10 000 $ avec des engagements comme ça sur le coup de l'euphorie et se dire je vais être le seul à avoir ça et ça va être incroyable et je vais avoir plein de clients par rapport à ça. Non, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans une autre salle qui a pensé aussi ça et puis voilà, ça commence à grossir, donc faire un petit peu attention. Par contre, si vous avez budget limité, que vous êtes dans des clubs, que vous avez des mécènes ou je ne sais quoi dans vos projets en tant que préparateur mental, si vous êtes convaincu, allez-y parce qu'il existe vraiment des choses superbes qui peuvent vous épauler et pas non plus faire votre métier mais qui peuvent vous rapporter beaucoup de data et des choses assez cool à faire dans ce type de coaching là. En gros, la technologie, ça va, c'est bien qu'on en ait. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je me souviens quand tu nous avais montré qu'on pouvait faire travailler quelqu'un avec ne serait-ce que des lunettes un peu trafiquées, où on cache juste un œil et pas l'autre, où on ne peut pas voir le sol. Ouais. Enfin, il y a quand même des 6 €. Parfois, il y a des choses qui coûtent pas cher et qui font un excellent travail cognitif.
c'est la créativité, la connaissance en fait du sport. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est de prendre un sport que je connais pas, essayer au maximum de le décrypter, de décrypter le mouvement, décrypter la vision, le positionnement, et ensuite, avec des choses simples de base, essayer de créer des outils. Bien sûr, des fois, l'athlète se sent ridicule avec ça, mais voilà, quand il y a une bonne explication, puis on passe un bon moment, on est dans la pratique. Mais clairement, il y a de tout, et je pense que c'est pareil aussi en préparation physique. On peut avoir des machines ultra guidées, ultra poussées, qui vont être très très chères, alors que voilà, sur l'entraînement poids de corps, on peut aussi faire de choses formidables. Un athlète qui sort un peu de sa zone de confort, c'est toujours un athlète qui s'engage, et c'est toujours bon de le faire travailler. Mais écoute, je te remercie. Je te remercie d'abord de m'avoir accueilli chez toi, dans ton studio. Et puis, tu as peut-être une actualité là, que tu veux nous faire partager, quelque chose de particulier ou... L'actualité du studio, donc Expert Sportif, 34 rue Roger Touton, marque Expert Sportif. En ce moment, on a sorti un Summer Programme. Donc, c'est un programme en ligne qui permet de faire des séances de sport, de HIIT. Il y a du yoga, il y a moi, je fais le parti respiration, méditation, il y a du boxing, il y a des pilates, il y a de la mobilité. En fait, on a voulu faire voyager le téléspectateur, mais aussi le sportif qui le fait à travers son écran, dans les plus beaux endroits de la région. Donc, on est parti se filmer à la dune du Pilat, dans le bassin d'Arcachon, dans des vignobles, sur des rooftops à Bordeaux. Et en fait, vous pouvez refaire ces séances-là. Ça s'appelle le programme Summer Fit. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur l'Instagram d'Experts Sportifs, et voilà, un petit sur internet aussi. Sur internet, et un petit clin d'œil au fondateur Étienne Sabatier, voilà, qui est le créateur de la marque Experts Sportifs, sans lequel cette vidéo n'aurait pas été possible aujourd'hui, parce que c'est le studio, c'est le fondateur, et donc voilà, créateur aussi du programme Superfit. Et je vous encourage à aller checker toute l'actualité des coachs, et je leur passe un bonjour à Nico, Kevin, Thibaut, Adrien, Étienne et tous les autres. Voilà, une bien belle équipe en tout cas. Voilà, et merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette nouvelle capsule de Parlons-en, où vous avez bien compris, on a parlé de technologie au service de la performance, parce qu'il y a tellement à dire autour de la performance. Encore un sujet très intéressant, et merci beaucoup. Merci à toi, je passe un très bon moment. À bientôt.